Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 24 septembre et à la une de ce journal, la semaine dernière, les avocats, les médecins, les pilotes et d'autres professions libérales manifestaient en métropole contre la réforme des retraites. Ce matin, c'était au tour de la CGT de se mobiliser et à Mayotte, la grève a été suivie par plus d'une centaine de personnes dans l'attente de réponses concrètes. L'occasion pour les manifestants de sensibiliser la population sur cette réforme qui touche tous les corps de métier. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Il n'était pas moins d'une centaine, selon la police, à s'être donné rendez-vous sur la place de la République pour manifester contre cette réforme des retraites. Une réforme qui fait peur à beaucoup de monde par son manque de transparence comparé au système de retraite actuellement en place. Le gouvernement a annoncé une réforme des retraites, mais sur des bases qui nous inquiètent énormément, puisque ce serait une retraite par point qui ne permet pas une visibilité, puisqu'on ne connaîtra jamais la valeur du point. On ne pourra la connaître qu'au moment de la pension, donc de la validation de la pension. Donc c'est vraiment très inquiétant. On a fait des calculs, particulièrement dans la fonction publique, où on risque de perdre à carrière équivalente peut-être 500 € par rapport au système actuel. Donc c'est une véritable régression. Et je pense que dans cette réforme, il n'y aura que des perdants. Sur Mayotte, certains retraités, après une carrière longue, ne touchent que 200 € par mois de retraite, somme insuffisante au vu du coût de la vie sur l'île qui risquerait de diminuer avec cette réforme. Une réforme qui concerne tous les corps de métier, dans le public comme dans le privé. Ça concerne tout le monde, puisque cette réforme de retraite, c'est une réforme que le gouvernement veut globale, qui concernera aussi bien le secteur privé que le secteur public. On parle d'égalité, mais nous, on pense que cette égalité, ça se traduira par une perte pour tout le monde, puisque ce système, nous sommes attachés à la répartition. Mais on a fait des propositions très claires. Il faut financer un système de retraite qui permette non seulement l'égalité entre les femmes et les hommes, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, les femmes partent avec des retraites plus faibles. Il nous faut un système qui permet de prendre en compte au moins 3 années d'études ou de formation. Et puis bien entendu, nous sommes attachés au départ à la retraite à 60 ans. Un départ à la retraite à 60 ans que le gouvernement voudrait retarder. Les grévistes ont ensuite entamé une marche pour passer devant les différents services de l'île comme la CIM, le conseil départemental et le commissariat. Leur défilé s'est fini devant la préfecture où ils ont été reçus par Étienne Guillet pour faire parvenir leurs revendications au niveau de l'État. Économie, dans votre 19h, comment évolue le marché du travail à Mayotte depuis ces 10 dernières années? Où se situent les emplois sur le territoire? Autant de questions sur lesquelles l'INSEE s'est penché pour livrer une analyse approfondie sur l'emploi. Une base de travail qui comprend un focus particulier sur une préoccupation majeure des politiques publiques, des collectivités, la jeunesse. 73% de jeunes sans aucun diplôme, 25 000 sans emploi ni formation. Une situation critique qui nécessite des solutions immédiates. Marion Tellier. L'emploi est rare sur l'île, c'est ce qu'a constaté le service de l'INSEE à l'occasion d'une étude approfondie sur le marché du travail à Mayotte. Si en tout, ce ne sont pas moins de 13 200 emplois qui ont été créés au cours de ces 10 dernières années, symbole d'une croissance économique bien présente, cette dernière s'avère contrebalancée par une croissance démographique tout aussi importante. Autre difficulté rencontrée sur le territoire, un secteur marchand peu développé, mais aussi une jeunesse trop peu souvent diplômée. Les diplômés restent rares à Mayotte. En 2018, on a uniquement 27% des adultes qui ont terminé leurs études qui sont diplômés au moins d'un CAP ou d'un BEP. C'est 72% en métropole. Or, le diplôme constitue vraiment la clé de l'accès à l'emploi. Et l'on voit qu'à Mayotte, comme ailleurs, les diplômés du supérieur sont extrêmement bien insérés sur le marché du travail. Parmi les diplômés du supérieur, on a 8 Mahorais sur 10 qui ont un emploi. C'est même un petit peu plus que les diplômés du supérieur en métropole. Une analyse plus affinée a notamment permis d'établir des différences d'obtention de diplômes par rapport à l'origine des jeunes. Ainsi, 6 élèves natifs de l'île sur 10 ne sont pas diplômés, contre 9 sur 10 pour un jeune natif de l'étranger. Ces différences s'observent également selon les communes. Celles de l'ouest de l'île connaissent une proportion de diplômés plus importante qu'à l'est. Autre rapport alarmant, celui des 75% de jeunes, ni en emploi, ni en formation et souhaitant travailler. 25 000 jeunes, dont 6 sur 10 des jeunes de 20 à 29 ans sont en recherche d'emploi et ne sont pas connus. Et donc il s'agit pour nous de pouvoir les identifier au travers de la mobilisation, en particulier des associations locales, pour les amener vers les dispositifs de ce que l'on appelle de droit commun, c'est-à-dire la mission locale, Pôle emploi, le RSMA,
ou le retour à l'éducation nationale. Des dispositifs qui ne concernent toutefois pas les jeunes non régularisés. L'étude s'est ensuite poursuivie avec la localisation des emplois. Si avec ses 20 600 emplois, Mamoudzou continue de concentrer la moitié des postes pourvus au sein de l'île, de nouveaux foyers semblent avoir émergé dans les communes de Dembéni, Koungou, Chirongui et Ouangani. Plus de la moitié des emplois créés dans ces communes sont occupés par des personnes vivant dans d'autres communes. Se déplacer de plus en plus pour aller travailler est par ailleurs une tendance qui se généralise sur l'île, avec bien souvent le choix de la voiture comme mode de transport. En 2017, 18 900 personnes utilisaient leur voiture pour aller travailler, soit 5 100 de plus qu'en 2012. Et si l'emploi pose problème à Mayotte, il existe un secteur en pleine expansion, celui des métiers de la sécurité. Au regard des problématiques de délinquance, les entreprises sont de plus en plus nombreuses. Elles recherchent des personnes qualifiées. Oui, mais voilà, le manque de formation constitue un frein au développement du secteur. Ce matin, nous recevions le président de la CPME qui est à la tête d'une entreprise de sécurité. Selon lui, les pouvoirs publics n'investissent pas suffisamment dans la formation. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Le métier de la sécurité, c'est un métier d'avenir. Pourquoi? Parce qu'au niveau national, il y a un déficit de 50 000 salariés. Ouais. Juste pour vous faire une petite remarque, en 2012, on a eu en métropole la Coupe d'Europe en 2016. Oui. La Coupe d'Europe de football. Oui. On avait été sollicité, moi, ma société, pour emmener 200 personnes. Il a été impossible pour nous de former des jeunes et de les emmener en métropole pendant 1 mois, travailler pendant la Coupe d'Europe de football. Parce que le métier n'est pas suffisamment valorisé, les jeunes ne connaissent pas. Et puis là, en 2024, on a la coupe, les Jeux Olympiques, je crois, à Paris. Et ça va être la même chose. Je dirais la faute à ceux qui décident, les décideurs, ceux qui décident de financer les formations. Depuis juillet 2019 à Mayotte, par exemple, le Pôle emploi n'a plus d'argent pour financer les formations des demandeurs d'emploi mahorais. Direction le ciel du département maintenant. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Marie-Joseph Mallet, le président directeur général d'Air Austral. L'occasion de revenir sur l'actualité de la compagnie qui a vécu des semaines très mouvementées. Aujourd'hui, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Le PDG se veut optimiste tant sur la question des tarifs que sur celle de l'avenir d'Air Austral. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumonet. Les dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour la compagnie Air Austral. Entre les perturbations liées à l'immobilisation de ces Boeing 787, les déboires de la compagnie Aigle Azur ou encore les résultats négatifs du dernier exercice, le moins que l'on puisse dire, c'est que Marie-Joseph Mallet a eu du souci à se faire. Après 6 mois compliqués, les choses semblent néanmoins rentrer progressivement dans l'ordre. J'étais de passage en février et c'était avant évidemment donc cette période-là et on savait qu'on allait sans doute au-devant d'une période un peu difficile. Alors je voudrais encore une fois de nouveau, mais enfin c'est ainsi, remercier tout le personnel d'Air Austral qui a pu se mobiliser et puis encore une fois aussi m'excuser auprès des clients qui ont été sans doute perturbés durant cette période-là. Après, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'on a, nous, traversé une période difficile à cause des problèmes d'ailettes. Ça dure depuis plus d'1 an et demi. On arrive à la fin de ce processus. Notre appareil devrait effectivement revenir en circulation. Alors, on nous a dit mi-octobre, mais encore une fois, je pense que il est plus sage de tabler sur la fin du mois d'octobre pour un retour véritablement du deuxième 787. Le premier, lui, a passé pour le moment l'ensemble des contrôles plutôt bien. Un retour à la normale qui tombe à pic puisque la compagnie devrait prochainement faire face à une nouvelle concurrence sur la ligne Réunion-Mayotte. Une bonne chose pour Marie-Joseph Mallet, mais qui reste néanmoins prudent. En effet, concurrence ne veut pas forcément dire baisse des prix. Selon lui, seule une demande importante peut permettre à chacun de baisser les tarifs. Il en veut pour preuve la nouvelle offre qui, pour l'heure, peine à trouver preneur. Quand on nous dit que vous êtes en situation de monopole de fait, je vous rappelle que sur le Réunion-Mayotte, le tarif de 199 €, c'est nous qui l'avons lancé quand on était tout seul, en 2012. En octobre 2012, la compagnie est toujours en faillite, on est en train de la redresser, et je demande aux équipes de lancer un tarif à 199 en disant, écoutez, c'est parce qu'on est seul qu'effectivement qu'il faut le faire. Donc le tarif qui est lancé
toute l'année, on a décidé de le faire, est de 250 €, de 247 €. Donc c'est un tarif qui existera toute l'année. Encore une fois, je suis arrivé hier matin, le vol était à 65% de remplissage. Il y avait 80 places de libre. Le tarif à 247 était disponible. Ouais. On en a vendu 9. On ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de tarif disponible. Ce matin, le vol qui va arriver tout à l'heure, il est à moitié vide. Et le tarif est disponible. Avec de tels pourcentages de remplissage, le PDG d'Air Austral apparaît de fait sceptique quant à l'annonce d'Air Mayotte d'un vol par jour dès 2020. D'autant qu'après plusieurs années de redressement, la compagnie réunionnaise, qui semblait bien se porter, a connu un dernier exercice inquiétant. Alors Air Austral a terminé, comme vous le savez, l'exercice 2018-2019 après 5 ans de bénéfices dans une situation un peu moins brillante puisqu'on a affiché des résultats négatifs, donc d'un peu plus de 4 millions en résultats nets et 2,5 millions en résultats d'exploitation. Pour cet exercice 2019-2020, mais j'ai toujours dit qu'en réalité nos fondamentaux étaient plutôt bien orientés. Encore une fois, il faut toujours être prudent dans notre métier et que sur cet exercice, la perspective, c'est une perspective de retour à l'équilibre. Malgré le cycle compliqué qu'on a eu ? Oui. Et donc, à mi-exercice, aujourd'hui, je confirme qu'on est sur notre plan de marche et je maintiens la perspective d'un retour à l'équilibre. Aigle Azur et XL Airways sont aujourd'hui en passe de disparaître. Si Air Austral n'en est pas là, la compagnie sait que le marché aérien est sans pitié et force sans cesse les compagnies à s'adapter au mieux à la demande des clients. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jaizati Ayouba, chargé de communication à la 3CO. À ses côtés, Zaïdani Harouna, élu de la 3CO. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Ravi de vous accueillir. Alors, on va parler d'un événement important que la 3CO porte et que notamment l'Office de tourisme de la 3CO porte. Honneur aux dames, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que cet événement qui entre dans sa 2e édition cette année? Donc c'est un événement qui s'appelle Uzuri wa Mwendo, qu'on pourrait traduire en français par les plaisirs de la marche. Donc Uzuri wa Mwendo, comme vous l'avez dit, c'est la 2e édition et cette année on veut vraiment proposer aux personnes de venir découvrir le territoire du centre-ouest à travers 2 randonnées, pédestres et VTT, sur 2 jours. Donc les randonnées pédestres, ça partira de Mtsangamouji jusqu'à la plage de Sowa le 1er jour et le 2e jour de Mtsanga Beach jusqu'à la plage de Sowa. Et ensuite, donc, il y aura la randonnée VTT. Donc, on pourra mettre à disposition des VTT aux personnes. Donc, 40 VTT qu'on a à disposition. Les personnes qui ont des VTT peuvent venir avec, et il n'y a pas de souci. Et en parallèle, il y aura des activités sur la plage de Sowa, des activités culturelles, sportives et nautiques, et aussi de loisirs. Alors, pourquoi avoir choisi ces 2 activités phares quand même qui seront au cœur de ces journées, la marche d'un côté et le VTT? Ça répond à une vraie demande aujourd'hui à Mayotte? Au niveau de la marche, oui, parce qu'on constate qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui proposent de la randonnée et il y a beaucoup de personnes qui y répondent. Et même de manière générale, les personnes aussi décident d'y aller eux-mêmes, découvrir donc leur territoire et aussi donc faire une activité sportive. Donc on répond effectivement à une demande. Sur la partie VTT, c'est essentiellement, on essaye de créer aussi un besoin et de montrer que sur le territoire du centre-ouest, c'est possible de faire de la randonnée VTT. Alors la particularité aussi de ces 2 journées, c'est notamment pour ce qui est de la marche, il y aura des guides. Et justement, c'est aussi ça qui va être intéressant, c'est que ça va permettre de faire découvrir, redécouvrir l'île, en tout cas ce secteur à travers ces sentiers. Voilà, tout à fait. C'est pas uniquement de la marche simple, c'est vraiment de la découverte, de la randonnée découverte. Il y aura des guides et des associations aussi, comme le jardin de Mtsangamouji, qui va accompagner les personnes pour vraiment expliquer les sites touristiques, leur côté montrer que c'est des endroits merveilleux à découvrir. Donc il y aura aussi des encadrants pour expliquer aux personnes les différents sites touristiques, comme par exemple à Mtsangamouji, sur le parcours Mtsangamouji, plage de Sowa. Il sera possible de voir les vestiges de l'entrepôt de l'ancienne usine sucrière de Soulou. La cascade de Soulou également et la mosquée de Tingoni. Et là, sur chaque endroit, il y aura donc des personnes pour expliquer ces sites touristiques-là.
Alors, je me tourne vers vous, Zaïdani Harouna. Vous êtes élu de la 3CO, cette intercommunalité du centre qui fonctionne bien. Vous êtes élu en charge des finances. Ça se met en place. Comment est venue l'idée de créer cet événement, deuxième édition cette année? Comment vous est venue l'idée de dire il faut qu'on fasse un événement consacré justement à la découverte des sentiers et des différents sites importants de notre intercommunalité? Je pense que tout a été présenté par ma collaboratrice, à savoir qu'il y avait un aspect sportif, mais il y avait aussi un aspect culturel. Et il faut savoir que parmi les compétences transférées aux intercos, nous avons le développement économique et notamment le développement du tourisme. Et sur le développement du tourisme, nous avons deux volets. Nous avons le volet aménagement, qui reste toujours aux intercos, avec notamment ces sentiers qu'il faut aménager. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a aussi la promotion du territoire. Et puisque les outils dédiés existent, l'Interco Centre-Ouest a emboîté le pas et a créé l'Office de tourisme du 3CO. Et à côté de l'Office de tourisme, nous avons créé aussi l'Office du sport. Parce que nous voulons que ces activités s'exercent pleinement. Et puisque nous avons des acteurs prêts pour les exercer, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que c'est bien que ce soit le chargé des finances qui en parle, parce que ces activités ont besoin d'être financées. Et l'Interco Centre-Ouest a mis les mains à la poche pour sortir les fonds nécessaires pour faire, dans un premier temps, la prévention santé, à savoir la marche, mais en même temps la promotion de la culture du territoire du Centre-Ouest. Il faut savoir que cet événement a lieu dans le Centre-Ouest, mais nous invitons la population de Mayotte tout entière. Ça. Tout le monde est invité à venir. Parce que nous avons besoin de faire connaître le territoire à toute la population de Mayotte. Alors parce justement, par rapport à ça, le CDTM, lors du dernier salon du tourisme qui s'est déroulé il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, avait mis l'accent sur le tourisme local en expliquant, et sur ce plateau, le directeur Michel Ahmed avait expliqué que c'était très important de donner envie aux Mahorais, à la population, justement de découvrir leur territoire et de consommer finalement du tourisme local. Et comment donner envie à la population si on ne les amène pas voir, découvrir d'eux-mêmes les richesses du territoire? Ça, c'est un constat que vous avez fait, qu'il y avait un manque finalement de connaissance du territoire de la part de la population qui parfois ne connaît pas les sentiers, par exemple ces fameux sentiers, et les richesses de Mayotte. Tout bizarrement, c'est ce que nous avons fait comme constat. Et c'est la raison pour laquelle nous avons profité du fait que nous avons une partie du Hier qui est sur notre territoire. Donc nous avons profité de cette occasion pour amener la population de Mayotte découvrir les richesses du territoire de la 3CO. Et une fois avoir découvert ces richesses, je pense qu'ils seront les promoteurs de ces richesses. Tout d'abord au niveau local, par rapport à leurs enfants et leurs familles, mais aussi par rapport à leurs amis qui sont à l'extérieur de Mayotte. Nous voulons faire de la 3CO un territoire connu, un territoire exploité, de sorte à ce que cette richesse puisse être profitable à tous. Justement, un dernier mot sur ce point. Quels sont les projets de la 3CO en matière de tourisme et de développement du tourisme? C'est encore accentuer le nombre de sentiers. Quels sont les grands projets là, que vous avez à développer dans les toutes prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Alors, il y a déjà la découverte des sites, comme on a dit tout à l'heure, mais il y a aussi l'aménagement de certains sites, parce qu'il ne faut pas seulement connaître un site ou connaître une richesse, mais il faut la valoriser. Parce que c'est surtout l'objet des offices de tourisme, la valorisation. Mais on ne peut pas valoriser un site qui n'est pas aménagé. Donc nous avons comme projet aujourd'hui d'aménager tous les sites connus, mais qui sont pour le moment pas tout à fait exploités, pour faire en sorte à ce que nous puissions en profiter pleinement. Djaizati, je me tourne vers vous avant de nous quitter pour rappeler justement les dates importantes, les moments et les lieux importants de ce week-end au niveau de la 3CO, l'intercommunalité du Centre-Ouest. D'accord. Donc je rappelle effectivement que l'événement a lieu donc ce week-end, le samedi 28 et le dimanche 29.
Il est toujours possible de s'inscrire donc aux randonnées, donc pédestres et VTT. Les inscriptions se font donc via notre page Facebook, Office de tourisme du Centre-Ouest. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Et après, donc, il y aura aussi des activités donc sur la plage de Sohoa, donc sur ces 2 jours-là. Donc, on rappelle un peu les activités avant de... Les activités, donc comme je l'avais dit, des activités nautiques. Il y aura l'initiation à la natation, le canoë-kayak, des activités sportives comme le beach volley, le fitness, le kickboxing aussi, des activités culturelles. Il y aura des associations qui seront sur place pour vraiment faire découvrir la culture mahoraise. Avec l'ombi, le shigoma, le shakasha, biaya, de la restauration aussi pour déguster des spécialités locales, des activités de loisirs, donc pour les enfants, par exemple, il y aura le centre équestre qui sera sur place, des châteaux gonflables, il y aura du trampoline, tir à l'arc, donc vraiment venez donc découvrir notre territoire et venez passer un moment de convivialité donc ce week-end dans le Centre-Ouest. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on sera bien sûr présent ce week-end du côté notamment de la plage de Sohoa pour suivre ces activités et le développement de ce tourisme aussi local. Il est temps maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale justement avec notamment le 4e bulletin de l'activité sismo-volcanique ou encore la journée nationale du sport scolaire. Au montage, Leslie Vumenet. Hier, la préfecture a publié son 4e bulletin de l'activité sismo-volcanique concernant la période du 1er au 15 septembre dernier. Selon le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, il n'y a pas d'évolution notable de l'activité sismique principale qui est toujours concentrée entre 5 et 15 km de petite terre à des profondeurs de 19 à 56 km malgré une légère baisse de l'énergie sismique libérée. Une sismicité plus faible en nombre et en énergie est également toujours enregistrée, proche de Petite Terre à environ 5 km à l'est, voire sous la Petite Terre. Aussi, les déplacements de surface mesurés depuis le début de la crise par les stations GPS de Mayotte indiquent, dans un premier temps, un déplacement d'ensemble des stations GPS de l'île vers l'est d'environ 17 à 20 cm, un affaissement aussi appelé subsidence d'environ 8 à 15 cm selon leur localisation sur l'île. Cependant, un ralentissement des déplacements est observé depuis avril-mai 2019, ainsi qu'une stabilisation de la subsidence depuis un mois sur certaines stations. Depuis le début de l'année 2019, 39 opérations ont été menées par le comité opérationnel départemental antifraude de Mayotte. 195 contrôles ont ainsi eu lieu et ont tous donné lieu à des poursuites pour travail illégal. Le secteur agricole fait partie des cibles prioritaires du CODAF. Du 16 au 22 septembre 2019, des actions ont ainsi été menées par la gendarmerie et l'inspection du travail dans ce secteur. Selon la préfecture, il s'agissait de procéder à des actions de lutte contre le travail illégal en faisant simultanément un effort sur la détection des formes graves d'exploitation au travail, parmi lesquelles les conditions de rémunération sans rapport et les conditions de travail et d'hébergement indignes, associées ou non à des situations de travail forcé, de servitude, de traite des êtres humains ou d'esclavage. 6 exploitations agricoles ont été contrôlées et plusieurs situations de travail illégal et d'emploi d'étrangers sans titre de travail ont été relevées et donneront comme toujours lieu à des poursuites. La rentrée scolaire est synonyme de reprise pour l'Union nationale du sport scolaire. À Mayotte, l'UNSS propose pas moins de 27 sports pour 10 000 licenciés. 21 championnats sont organisés pour plus de 1200 rencontres sur l'ensemble de l'île. L'UNSS offre également des formations pour 2000 jeunes officiels, des dirigeants, des arbitres, des juges, des coachs ou encore des secouristes. L'objectif fixé au niveau national est bien sûr de préparer au mieux les JO 2024 qui auront lieu à Paris. Des actions concrètes ont été définies dans chacun des 7 domaines suivants: l'éthique, les filles, le sport partagé, la santé, le développement durable, la cohésion sociale et l'ouverture sur les autres et le monde. Demain sera organisée la journée nationale du sport scolaire qui réunira plus de 10 000 élèves des 33 collèges et lycées du territoire autour des valeurs du sport et de l'école. Le ministère des Outre-mer et la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer ont organisé ce samedi le forum des étudiants ultramarins. Logement, santé, inscription, bourse, autant de démarches administratives complexes pour tous ceux qui quittent leur île natale. Ce forum a pour objectif d'apporter des réponses aux étudiants et de les accompagner dans leur démarche pour trouver un emploi étudiant, un stage, une alternance ou encore un contrat d'apprentissage. Maurice Cessé, notre correspondant à Paris, était sur place. Au montage, Leslie Vumenet.
réussir sa rentrée et sa nouvelle vie étudiante dans l'Hexagone. Voilà l'objectif du Forum des étudiants des Outre-mer. Pour sa 4e édition, l'événement a eu lieu samedi dans les jardins du ministère des Outre-mer. Pour la ministre Annick Girardin, ce rendez-vous monte en gamme d'année en année. On mesure au taux de participation, donc la présence des jeunes ou des moins jeunes, puisqu'il y a aussi bien sûr des parents, mais aussi le nombre de partenaires qui viennent enrichir ce forum année après année. Il y a plus d'entreprises, il y a plus d'associations, il y a plus de maisons outre-mer présentes. Et ça, c'est ces deux données-là qui font effectivement qu'on peut estimer qu'on progresse. Et il faut toujours chercher à évaluer et à progresser. Progresser, c'est ce que cherche à faire Ziza Taslima. Elle est venue à ce forum pour trouver des réponses à ces questions et pourquoi pas régler des problématiques qui touchent bon nombre d'étudiants ultramarins. Je cherche une alternance, une entreprise et comme j'ai eu l'information et en même temps je cherche aussi un logement parce que je déménage sur Paris. Donc pour moi c'est une occasion en fait. Je suis venue ici pour trouver et mon logement et mon employeur et j'espère trouver. Aujourd'hui en Master 1, responsable développement qualité, sécurité, environnement, les ambitions de la jeune étudiante mahoraise collent parfaitement avec le thème de ce forum, retour à la maison. Mon objectif c'est de rentrer d'ici 5 ans maximum. Donc je pense que ça ira. 5 ans pour moi c'est vraiment le maximum et j'espère que d'ici les 5 ans je serai déjà chez moi et que j'aurai ouvert mon entreprise. Avant de rentrer sur son île natale, Ziza doit donc se loger et s'adapter à la vie dans la capitale française. Pas une mince affaire, alors même qu'il s'agit d'un gage de réussite pour les étudiants ultramarins. Sur la discrimination et notamment sur le logement, oui, on est passé par une loi. Oui, il a fallu avoir un véhicule législatif pour dire que c'était une interdiction formelle d'opposer effectivement à des jeunes d'outre-mer le fait que leur garantie soit issue de salaires versés dans les territoires d'outre-mer. Pour le reste, on est plutôt sur du réglementaire, de la bonne volonté, de la solidarité, la volonté de tous ceux qui sont ici de répondre aux spécificités des difficultés des étudiants venant des territoires d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer sont tous différents. Ce qui les rassemble aussi presque tous, à part le mien, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi la question climatique et l'accompagnement ou l'adaptation à ces conditions, notamment l'hiver. Parce que effectivement, on peut être un très bon étudiant, mais tout le contexte, le logement, le climat, les réseaux, les amis, eh bien tout ça fait qu'on réussit plus ou moins bien ses études. Réussir, c'est tout ce que l'on souhaite à Ziza et tous les étudiants mahorais qui pourraient être demain les nouvelles forces vives de l'île au lagon. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.